Si vous ne vous êtes jamais perdu dans ces romans et ces digressions, il est urgent de lire La Serpe, La Petite Femelle ou pourquoi pas Vie et mort de la jeune fille blonde qui vient de sortir en poche. Bonsoir Philippe Jaénada. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors c'est la rentrée littéraire en France, 567 nouveaux livres. Vous n'en faites pas partie. Est-ce que ce n'est pas frustrant? Pas du tout, au contraire. Donc mon dernier roman, La Serpe, est sorti il y a un an, donc j'étais bien dans la rentrée littéraire, qui est vraiment une sorte de grand Barnum, de grand cirque, et puis aussi pour les auteurs d'une sorte de compétition amicale, fair play, mais assez tendue pour chacun. Et puis comme mon livre La Serpe a bien marché, a eu un prix extra, j'ai fait prix Fémina. Le prix Fémina, j'ai fait une très longue promo de 8 ou 9 mois. Promo, ça veut dire, c'est pareil, c'est très agréable, on rencontre des gens, mais on va partout en France, on répète un peu toujours les mêmes choses, etc. Donc là, je suis très content d'être retourné dans ma grotte et d'être isolé. Je ne sais pas du tout, à part 2 amis qui ont un livre qui sort là, à la rentrée, je ne sais pas du tout ce qui sort. Ah oui, vous n'êtes pas curieux, vous n'êtes pas en train de vous jeter, enfin vous n'espérez pas aller dans les librairies pour découvrir non, vos romans? Je suis très curieux, mais là j'ai vraiment envie et besoin, au contraire, d'isolement et de repli un peu. J'ai besoin de m'écarter un peu de tous les médias, l'agitation, etc. Et pourtant donc, vous êtes dans 64 minutes, donc merci. Eh mais oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'évidemment, émission exceptionnelle, sortie de ma grotte exceptionnelle. Mais Voilà, alors donc voilà, pour cette sortie exceptionnelle de la grotte de Philippe Jaénada, on va revenir sur ses premiers romans. Hein. On l'a vu, vous l'avez peut-être entendu, 94 premiers romans pour cette rentrée littéraire. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état vous étiez pour Le Chameau sauvage, hein? C'était en 97, prix de Flore. Vous vous en souvenez? Je me souviens tout à fait. Moi, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'édition, ni de la littérature. Je connaissais absolument personne. Je ne savais même pas ce qu'était le Café de Flore avant d'avoir le prix. On devait être 62 ou 63 premiers romans, nous. Et alors, c'est amusant parce que il y a 3-4 mois, j'ai retrouvé une amie qui était... Parce que je pense que votre invité, Ludovic Herman, l'invité précédent, va connaître la même chose. Les journaux font des dossiers premiers romans. Dans les salons, il y a des salons premiers romans. Donc, on se connaît tous. C'est comme une sorte de colo des premiers romans. Et Élise Fontenaille, qui était premier roman en 1997 avec moi, je l'ai vu l'autre jour, et on s'est rendu compte que sur les 63 premiers romans de 1997, il restait 3 qui écrivaient encore. Oui. Donc, c'est dur de continuer. Ouais, c'est dur, surtout que je souhaite le plus grand succès possible à votre invité d'avant, mais au début, il faut un petit miracle pour que vraiment ça marche. Donc pour écrire, il faut vraiment... Si les gens... Moi, il y a des jeunes auteurs qui m'écrivent en me disant qu'ils écrivent parce qu'ils veulent être célèbres ou avoir de l'argent. Je leur dis, arrêtez tout de suite parce que c'est comme au loto, quoi. Il y a très peu de chance. Et donc, écrire tous les 2 ans un livre en sachant qu'il y a peu de lecteurs, que la presse en parle peu, etc., il faut une grande constance pour continuer sur des années, quoi. Mais vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? Mais Mystère et Boule de gomme, je me suis posé la question un nombre de fois incalculable, d'autant que, encore une fois, le premier roman, Le Chameau sauvage, là, a bien marché, mais enfin, c'était pas non plus... Et donc, c'est comme je vous disais, c'est ni l'argent, ni la notoriété, ni rien. On est souvent déçus, les rentrées littéraires sont des moments assez durs, on attend de la presse, on est toujours un peu frustré, on n'a pas ce qu'on veut, etc. Et pourtant, 3 mois plus tard, on digère la petite déception de chaque sortie de livre et on repart vers un nouveau. Et moi, j'ai jamais réussi à m'expliquer pourquoi, en fait. Je pense simplement, sans vouloir employer de grands mots ou faire l'artiste, hein, c'est que, voilà... Vous en aviez besoin. J'ai envie ou besoin, ou il faut que j'écrive, sinon je ne sais pas quoi faire de ma vie, je pense. Alors, en 97, c'était le prix de Flore. Alors maintenant, en 2017, le prix Fémina. Est-ce que ça change? On dit toujours que ça change effectivement pour un écrivain d'avoir un prix comme celui-ci. Alors, on ne parle pas du Goncourt, mais vraiment, vous avez vu le basculement? Oui, j'ai vu le basculement qui est considérable et j'ai été surpris, alors que ça fait 20 ans, tout à l'heure je disais que je ne connaissais rien à la littérature, mais là ça fait quand même 20 ans que je trempe vraiment dans ce milieu, je sais l'importance des prix, je sais, et puis je me suis toujours dit, si j'en ai un, je serais content, si j'en ai pas, tant pis, c'est pas grave. Vous rêvez pas du Goncourt, c'est le Graal? Pas du tout, du tout. Non, c'est pas le Graal, je pense que ça amène plus, à part financièrement, voilà, le Goncourt, ça donne plein d'argent. Mais après tout, si on écrit, c'est justement pour se mettre dans un univers, un monde où on n'a pas les mêmes envies et les mêmes besoins, donc pas d'argent. Je veux pas, moi, parler d'argent avec les livres. Donc le Goncourt, ça donne de l'argent, mais ça donne aussi plein de problèmes, quoi. Ça donne... j'ai un ami qui a eu le Goncourt il y a 2 ans, 3 ans, Mathias Sénard, oui, qui est resté 1 an et demi sans rentrer chez lui, de tous les côtés, en Europe, partout, etc. Donc il y a un bon côté, et puis en même temps...
Moi, j'ai vraiment envie de garder ma vie calme et paisible et isolée, donc bon. Donc, juré du Goncourt, ne me le donnez pas, c'est très bien comme ça. Alors, Mathias Sédar, d'ailleurs, qui revient, mais avec une bande dessinée, là. Il voilà, il participe à revient cette doucement. Oui, mais doucement, c'est bien, il a raison. Alors, on va revenir sur La Serpe, hein, votre dernier roman, donc on vient d'en parler. Alors, vous vous êtes emparé d'un fait divers, ce n'est pas la première fois. Vous l'avez fait aussi pour La Petite Femelle, hein, je pense aussi. Pourquoi vous avez envie maintenant de vous intéresser aux faits divers? En fait, sur les 10 romans que j'ai écrits pour l'instant, les 7 premiers parlaient plus ou moins de ma vie. En tout cas, c'était des personnages qui me ressemblaient un peu et qui avaient des vies plus ou moins parallèles à la mienne. Le premier, Le Chameau Sauvage, c'est un jeune homme un peu naïf, un célibataire dans Paris, un peu malchanceux, qui cherche l'amour. Le deuxième, c'est un peu le même jeune homme qui rencontre un coup de foudre et rencontre la femme de sa vie, c'était ma femme. Le troisième, c'est le cauchemar de la vie conjugale. Enfin, ça suit, mais ça suivait. Et puis maintenant, ma vie est devenue complètement plate, monotone. Moi, j'adore ça, mais pour la littérature, ça fait pas des livres très passionnants. Je raconterai Koh-Lanta et j'ai oublié le beurre à Franprix. Enfin. Oui, c'est sûr. Même avec un très bon style, vous dites que voilà, vous cherchez l'inspiration ailleurs. Et je me suis dit, et comme j'ai pas d'imagination, je me suis dit, je n'ai plus de vie assez rocambolesque ou intéressante pour en faire des livres. Je n'ai pas d'imagination. Qu'est-ce que je vais devenir? Je vais arrêter d'écrire, quoi. Et j'avais juste oublié qu'il y a d'autres gens que moi sur Terre et certains qui vivent des vies passionnantes ou dramatiques. Et donc, depuis 3 livres, je m'intéresse à la vie d'autres personnes et je me rends compte, c'est un peu, j'ai toujours l'impression que c'est un peu un hasard, mais ça doit pas l'être, ce sont toujours des gens un peu marginaux, soit des gens qui ont été un peu à l'écart de la société et qui ont été soit mal jugés, soit mal compris, soit... Oui, on a l'impression que vous voulez les réhabiliter. Est-ce que vous le sentez dès le début je pense à Pauline Dubuisson, par exemple, qui a été vilipendée parce qu'elle a eu un immense procès, parce qu'elle est accusée de la mort d'un jeune homme de bonne famille. Et on sent vraiment que vous prenez fait et cause pour elle. Ça s'est passé comment? Quand vous avez écrit le livre ou... Comment ça s'est passé? Oui, ça vient, c'est pas une décision. Je me dis pas, tiens, cette jeune femme a été injustement haïe par tout le monde, je vais la défendre, je me prends pas pour un petit justicier. Ça vient, d'ailleurs, Pauline Dubuisson, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que quand je me suis intéressé à son histoire, que je connaissais pas du tout, je l'ai découverte par des livres, et elle était présentée comme un monstre, vraiment comme une femme sans âme, sans scrupules, cruelle, qui voulait faire souffrir les hommes et qui a tué le seul qui lui a résisté. Et je m'étais dit, justement, je vais écrire un livre sur je vais écrire un petit livre sec et féroce sur cette femme diabolique. Et puis, c'est en me renseignant, en allant fouiller dans les archives, en creusant, que je me suis rendu compte que tout ce qu'on disait sur elle était faux et qu'elle n'était pas du tout diabolique. Au contraire, elle avait plutôt été une victime de la société, de la justice, des journalistes, etc. Et donc, je me suis mis à défendre. Mais au départ, c'était pas ça du tout. Je voulais écrire un livre sur une femme violente et sans état d'âme. Et alors, ceux qui vous connaissent connaissent aussi votre goût pour la digression. D'ailleurs, là, parfois, vous comparez Pauline Dubuisson à votre épouse, hein, dans sa liberté de ton, de pensée. Là aussi, pourquoi ce choix? Vous êtes le personnage, vous restez le personnage, l'un des personnages de vos romans? En fait, j'essaye d'écrire le plus sincèrement, le plus honnêtement possible. Moi, je me dis, c'est une théorie, entre guillemets, comme une autre. Un livre doit être la traduction de ce qu'un auteur a à l'intérieur de lui. Il doit trouver un moyen de mettre sur papier le plus clairement, ou en tout cas le plus fidèlement possible, ses pensées, son regard sur le monde, sur la vie, voilà, son humeur, tout ce qu'on veut. Et donc, moi, j'essaye d'écrire de la manière la plus sincère, naturelle, sans truquer, sans me dire... Il faut pas que je mette trop de parenthèses, ou il faut pas que je parle de moi. Si pendant que je suis en train d'écrire, tout à coup, dans La Petite Femelle, j'étais en train d'écrire, et puis il y a eu les 20 ans du prix de Flore, j'y suis allé, il m'est arrivé un truc terrible, j'ai trop bu, je me suis fracassé la tête sur le trottoir. Le lendemain matin, en sortant de l'hôpital, en revenant chez moi, je dois me remettre à écrire, je me dis, il faut que je raconte ça quand même. Donc en plein milieu d'une histoire qui se passe sous l'occupation dans les années 40, je fais une petite parenthèse pour dire, je sors de l'hôpital, parce que hier soir, j'ai fait l'abruti, etc. Donc voilà, j'essaye d'écrire le plus spontanément, le plus naturellement possible, et ça donne un ensemble. Mais c'est ce que vous avez fait aussi pour La Serpe. Là, c'est un autre cas, un autre fait divers, une histoire assez atroce que vous racontez. Et là aussi, vous êtes replongé dans les archives. C'est la première partie de votre travail d'écrivain? Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai découvert donc récemment, depuis 3 livres, puisqu'avant, quand je parlais de ma vie, j'en avais pas besoin du tout. Je suis allé d'abord vraiment sur la pointe des pieds. J'avais l'impression que les services d'archives, c'est-à-dire que par exemple, pour Henri Girard, La Serpe, j'ai dû demander un dossier. Le procès s'est
1943, donc est conservé depuis 1943. C'est des vieux papiers, et j'avais l'impression, comme un peu dans les grandes bibliothèques très prestigieuses, on ose à peine entrer avec les livres reliés en cuir, etc. Et en fait, non, les archives sont ouvertes à tout le monde, à tous les Français, vous, ma tante, n'importe qui peut aller, demander à consulter le dossier Landru, par exemple, et hop, on lui donne le dossier. Et je me suis découvert une vraie passion pour ces... Enfin, dans toutes les archives départementales ou les archives de Paris, il y a des milliers d'histoires qui dorment. Ce sont des histoires de vie, des romans. Vous devenez un peu enquêteur, là. Oui, alors en toute modestie, hein, des gens me disent « Oh, vous auriez fait un bon policier » ou « Oh, vous auriez fait un bon avocat ». Non, je reste écrivain. Moi, je suis vraiment amateur. C'est pour ça que je me moque souvent de moi dans le livre. Je dis je suis le Colombo du dimanche ou le... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humour voilà. dans vos livres. Mais c'est vraiment, je me prends pas du tout pour un policier ou pour un... Est-ce qu'il faut attendre un certain... là, vous l'avez dit, hein, la petite femelle, c'est sous l'occupation. Là aussi, la serpe, il y a des années qui se sont passées. Est-ce qu'il faut attendre un certain délai? Est-ce que vous pourriez vous intéresser à une affaire, je pense que le fait divers le plus retentissant en France, le petit Grégory, par exemple, oui. Oui, je pourrais. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles je ne le fais pas, et je parle plutôt de choses anciennes. La première raison, comme vous dites, c'est qu'il y a des délais de communicabilité des archives qui sont de 75 ans après les faits ou de 25 ans après la mort du principal concerné. Et puis une autre chose qui est moins technique et qui est plus personnelle, c'est que moi je me vois comme un romancier, c'est-à-dire je regarde et je raconte. J'apprends une histoire et je la raconte, j'essaye de la raconter aux gens. Si j'écris sur le petit Grégory ou des affaires, il y a des affaires plus récentes qui m'intéressent beaucoup, vraiment beaucoup. Tout d'un coup, si par exemple j'écris, disons, le petit Grégory, et je dis, voilà, j'enquête, et je dis, à mon avis, le coupable, c'est Tartampion. Tout d'un coup, je suis plus romancier qui raconte une histoire aux gens, j'interviens dans la vie. C'est-à-dire que je vais, si mon livre a un peu de succès, mais même dans un petit milieu s'il a peu de succès, je vais interférer sur la vie de ces gens-là, sur Tartampion que je dénonce, sur tous les personnages, les protagonistes de l'affaire Grégory. Et ça, je veux pas. C'est pas de la lâcheté, c'est juste que c'est pas mon rôle. Justement, quand vous disiez tout à l'heure j'étais enquêteur ou journaliste, non. Moi, je me sens romancier, écrivain, et même si je suis persuadé que Tartampion est l'odieux personnage qui a vraiment tué le petit Grégory, je me vois pas de le dire et que tout d'un coup la police se dise ah, il a raison, ou les médias, allons voir Tartampion. Ce n'est pas votre rôle. Merci Philippe Jaénada d'être venu sur le plateau de 64 minutes. La Serpe, prix Femina 2017, et Vie et mort d'une jeune fille blonde en